Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria et c'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer une vidéo aujourd'hui. J'avais jamais imaginé que c'était aussi difficile quand je vois tout le monde sur YouTube. Mais bon, je recommence pour la quatrième fois ma présentation. Bonsoir, je m'appelle Maria, je suis étudiante en 5e année de doctorat à l'Université autonome de Barcelone. Je suis en ce moment en train de faire 3 mois de recherche comme invitée à l'université de Reading. Mon doctorat, mon travail de recherche se base en fait sur les relations entre l'Amérique latine et l'Amérique en général et l'Europe avant la découverte de Christophe Colomb en 1492. Aussi plus notamment sur l'origine de l'homme indien quoi d'Amérique. On m'a toujours dit que c'est important d'avoir un numéro ORCID, donc je le donne pour qu'on me retrouve en tant que chercheur. C'est le 1 600 6080 c'est le 1 6 8 9 1 4 9 1 5. Je m'excuse encore, c'est ma première vidéo et je me sens un peu bizarre quoi, en me regardant parler. Je ne me regarde pas parler tous les jours quoi. Bon, comme je disais, je fais partie de l'Université autonome de Barcelone. Je fais aussi partie de l'Université de Reading. En même temps, je fais partie du CEAC, qui est le Centro de Estudios de l'América Colonial, qui appartient à l'Université de Barcelone. Et je suis en train de faire des démarches pour pouvoir appartenir aussi à un petit groupe de l'université de Reading qui parle sur les races, le racisme, l'esclavage, gender research, qui est très à la mode en ce moment ici. Donc aujourd'hui, je voulais seulement faire une sorte d'introduction et répondre à la question comment est-ce que j'en suis arrivée, pourquoi est-ce que j'ai pris la décision d'étudier l'origine de l'homme américain. En fait, j'ai toujours été très attirée par l'histoire de Christophe Colomb. Disons que quand j'étais enfant, en 1990, 1992, le gouvernement espagnol fêtait les 500 ans de la découverte de l'Amérique latine. Pour cela, tous les élèves de toutes les écoles devaient faire un travail pour louer cette grande découverte à laquelle personne n'avait pu mettre les pieds avant Christophe Colomb. Bien sûr, moi, j'avais fait une poésie et ma prof, elle m'avait cassé carrément, quoi. Elle m'avait dit comment peux-tu faire un truc aussi moche pour quelqu'un d'aussi grand et merveilleux qu'est Christophe Colomb? Et disons que moi, j'étais enfant, je n'y connaissais rien à ce monsieur-là. C'est la première fois que j'en avais entendu parler de lui. Et je voulais savoir qui était cette merveilleuse personne qui avait effectué une si grande découverte avec tout ce qui entraîne derrière, quoi. Le combat, le fait de partir sans connaître la mer, sans savoir ce qui lui attendait. Il pouvait faire un naufrage, il pouvait mourir, Donc voilà, il devait être quelqu'un de super, un grand intellectuel, quoi. Et je me suis toujours intéressée par les gens qui savaient beaucoup de choses. Moi, j'adore tous ceux qui savent plein de choses et qui peuvent communiquer avec moi et qui peuvent bien sûr m'apprendre quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, je fais des recherches et je me souviens que 4 ans après, j'avais su que très loin de chez moi, moi je viens du Pays Basque, et donc au Pays Basque espagnol, il y avait une
bibliothèque, c'était un centre culturel appelé Coldo Michelena. Et disons que il y avait un livre qui avait été écrit par Christophe Colomb. Donc voilà, je me souviens, j'avais mis le maquillage de ma mère pour sembler plus âgée parce qu'en fait, pas tout le monde ne pouvait rentrer dans le Coldo Michelena et notamment pas tout le monde ne pouvait avoir accès à cette salle où se trouvait le livre de Christophe Colomb. Je me souviens en plus, je devais le prendre avec des épingles et, euh, et faire tourner les pages et des épingles. C'était pour moi toute une expérience. Et disons que ça a été un choc parce que Christophe Colomb ne disait pas des propos auxquels moi je m'y attendais. Et disons que j'avais pas, je l'avais pas, c'est pas que je l'avais pas compris, c'est que moi, à 14 ans, il me parlait d'aller chercher Eldorado. Moi, Eldorado, je sais à 14 ans que ça n'existe pas. Il m'avait dit, dans le livre, il disait à un certain moment qu'il voulait aussi aller dans des îles où il pouvait y avoir des hommes et des femmes ayant une queue. Et moi, je me disais qu'il suffisait de nous regarder nous-mêmes pour nous apercevoir qu'on n'a pas à mon avis, une queue comme celle des singes. Nous, on n'en a pas, quoi. Donc, c'était très, très, très bizarre qu'un homme qu'on m'avait peint avec tant de connaissances, comme un illuminé, qu'il puisse dire ce genre de sottises, quoi. Mais bon, disons que je l'avais laissé un peu là. Et quelque part d'autre, le temps passait, comme vous avez pu découvrir, je viens du Pays Basque, et le Pays Basque espagnol est parfois aussi le Pays Basque français. On sent un petit peu colonisé par les grandes puissances qui sont les gouvernements espagnols, le gouvernement français, quoi. Ce sont des gens que parfois on voit qu'ils piétinent un peu notre culture. Mais bon, et ceci dit, disons que quelque part, je m'étais sentie un peu comme ce qui s'était passé en Amérique lors de la découverte de Christophe Colomb. Donc ça aussi, ça avait été un point que j'avais voulu savoir si d'une manière ou d'une autre, les mêmes méthodes qui étaient utilisées pour s'occuper des régions étaient aussi employées pour s'occuper des colonies. Donc ça aussi, ça avait fait quelque chose qui m'avait attiré un peu pour choisir ce sujet de thèse. Mais ce qui m'avait le plus, mais vraiment le plus impacté, c'est alors que j'étais déjà à l'université, j'ai fait mes études, une grande partie de mes études à l'université de Bordeaux. Eh bien, j'avais dû lire un auteur qui s'appelait Bernard Lavallée. Bernard Lavallée, dans son livre, quelque chose, ça a été une toute petite phrase qui m'avait touchée. C'est en fait, il disait que lors de la conquête de l'Amérique latine, bon, de l'Amérique, alors que les Espagnols y cherchaient Eldorado, eh bien, les Indiens, eux, qui avaient cru Hernán Cortés comme descendant d'un dieu, eh bien vite, ils ont plus eu peur de ce que représentait l'homme espagnol, qui à ses yeux était un dieu venu sur terre. Très vite, ils avaient abandonné cette idée pour, une fois les soldats espagnols décédés, les tremper dans de l'eau et voir si leur corps il subissait la putréfaction, tout comme eux, leur corps, ils subissaient. Ça, c'était pour moi des grandes avances scientifiques. Et comme je viens de dire tout à l'heure, moi, je suis très attirée par tout ce qui est connaissance et c'est là que je me suis lancée à plus étudier en profondeur le continent américain.
J'avais fait en 2004, c'était un premier travail de recherche. Je l'avais fait comme j'avais pu. C'était sur l'hybridation culturelle à travers l'architecture chauviniste. En fait, je voulais voir que tout est, je voulais voir une sorte d'hybridation entre les premières cultures et ce qu'aurait pu être la culture inca. Comme tout le monde sait, les Incas, ils se disent venir directement du roi soleil, ou du dieu soleil, pardon. Alors que c'était un peu comme toutes les autres cultures, quoi. Ils ont été influencés par certaines cultures par-ci, par d'autres cultures par-là, des cultures qui étaient représentatives des tribus qui avaient appuyé l'Empire Inca à se développer, alors que les tribus qui n'avaient pas appuyé l'Empire Inca à se développer, eh bien, elle n'avait pas pu influencer autant que ça l'Empire Inca, les cultures, les habitudes des Incas. J'avais fait un deuxième travail de recherche qui était les éléments précurseurs à la découverte de l'Amérique latine. Ce travail-là, il avait été beaucoup plus, j'avais pas réussi, je dois avouer. Je voulais parler un peu, parler un peu de ce qu'avait motivé Christophe Colomb avant d'aller en Amérique latine. Et là, j'ai été très très étonnée et très contente de voir qu'en fait, il y a plusieurs profils de Christophe Colomb. Ce monsieur que j'avais pas trop apprécié quand j'étais enfant, je le redécouvrais en fait. Disons que il y avait eu chez Christophe Colomb, déjà il y a comme deux sortes de biographies. Il y en a l'une qui dit qu'il était issu d'une famille une famille ouvrière, que depuis tout petit il avait dû travailler, qu'il n'avait pas pu beaucoup étudier. Et ensuite, il y en a une autre qui disait qu'il venait d'une famille assez de commerçants, qu'il avait pu côtoyer des personnes de lettres, de grands philosophes humanistes aussi, et que voilà, et c'est grâce à ça qu'il avait pu développer son réseau. Et donc aboutir au contact avec le roi et la reine espagnole afin d'avoir des bénéfices, de l'argent quoi, pour aller en Amérique. Il y en a une autre aussi, ça c'est Childress, je crois qu'il le disait, ou Davis. Il disait qu'en fait Christophe Colomb il avait été un pirate, ce qui est très étonnant, pas forcément parce que c'était un pirate ou parce que c'était pas un pirate, c'est parce qu'en fait là, à travers cette biographie de Christophe Colomb que je trouve aussi, c'est l'auteur Hakluyt qui dit j'ai oublié, désolée, je pensais pas me lancer comme ça. Et j'ai pas préparé de notes, donc disons que c'est pas Hakluyt, mais il y a quelqu'un qui est considéré comme un pirate en Espagne, et en Angleterre, il est devenu un membre du Parlement parce qu'il avait fait pas mal de travaux pour la reine. Et voilà, disons que en Angleterre, tu ne peux pas du tout dire que c'est un pirate. Ce serait, disons, quelque part aller contre la loi de la recherche. Il faut que je me souvienne de cette personne, sinon je me l'écris et je vous le trouve par la prochaine fois. Ton pirate anglais. Bref, comme je disais, par rapport à la biographie de Christophe Colomb, voilà, il y en a qui disent qu'il est un pirate, il y en a qui était devenu mercenaire, et ensuite qui était devenu esclavagiste, quoi. Il achetait et il vendait des esclaves.
Et voilà, il y a des choses que en Espagne, du côté espagnol, ben, on voit des auteurs qui, comme par exemple Las Casas, qui n'osent pas réfuter les paroles de Christophe Colomb parce que on dirait presque que c'est un demi-dieu qui est venu divulguer la bonne parole à ces pauvres indiens. Bref, je pensais que ça allait être plus long, mais voilà. Et ça, c'est, disons, les premières raisons, mes premières motivations. Comment est-ce que j'ai la méthode? Ben, la méthode, chez moi, elle est un peu particulière. Disons que je ne suis pas allée dans des archives. Je ne me suis pas trop... Je me suis intéressée dans des archives historiques. Je me suis intéressée pour voir si je pouvais trouver des lettres ou autre chose, mais je peux pas dire que c'est un travail de fou, mais ça ne m'apportait rien. Et puis je me dissipais en fait. Je me dissipais parce que si je lisais une lettre de pas de Galvao par exemple, ça fait partie. Galvao, c'est un navigateur portugais qui avait que j'apprécie énormément parce qu'en fait il est parti aux Maldives, il a été gouverneur de Maldives. Et une fois qu'il est re-rentré au Portugal, ben il attendait il a pris sa retraite pour ainsi dire, il attendait sa paye du roi et cette paye jamais elle n'est venue. Donc c'est quelqu'un qui a joui d'une grande célébrité pour ainsi dire, il a pu jouir d'une belle vie. Et finalement, il est décédé dans ce qu'on appelait à l'époque à Lisbonne l'hôpital des pauvres parce qu'il n'avait absolument rien. Eh ben, le seul document que je trouvais aux archives de Lisbonne, tout au moins ce qui est sur Internet, c'était son testament. Eh ben, j'ai passé toute une après-midi à essayer de lire le testament, le trouver super intéressant, qu'est-ce qu'il a légué Galbao, mais cela n'a rien à voir avec mon sujet de thèse, quoi. Donc, j'ai beau lire, si cela n'a rien à voir, je ne peux pas exploiter, en fait. Donc, finalement, disons que je n'ai pas trop mis mes pieds dans des archives historiques. En fait, j'ai pas mis mes pieds du tout dans les archives historiques parce que je bouge. Là, à présent, j'habite en Angleterre et de manière économique, c'est un peu insoutenable de voyager en France, en Allemagne, en France, en Allemagne, en Espagne et au Portugal pour aller regarder les archives. Donc, moi, mes documents sont surtout sur Internet. C'est ce qui fait l'originalité de ma thèse, c'est que tout, pratiquement tout, peut se trouver sur Internet. Autre originalité, c'est que ce sont que des livres. Ce sont des livres publiés, la plupart d'entre eux, avant ou après la vie de l'auteur, mais c'est quelque chose que tout le monde en fait peut comparer. Je peux dire, je trouvais ce livre dans cette page web, dans ce livre, ce que je dis se trouve à telle page, et tout le monde peut aller fouiller, peut aller chercher, parce que souvent quand on lit une thèse ou un travail d'un grand auteur, on se dit, je pense notamment par exemple à Hot Lesson. À un moment donné, il parle d'un autre auteur que j'ai dû lire, c'est Oviedo. On verra ça plus en avant, d'accord? Je donnerai les détails dans d'autres vidéos. Et à un certain moment, il dit oui, Oviedo, il a un premier livre qui n'a pas été publié, et dans ce livre, il dit tel, 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 tel. Comment est-ce que moi, je peux savoir que Adleston, il dit vrai? Si moi, je peux pas voir le livre, si moi je peux rien voir, donc comment est-ce que je peux vraiment ouais, c'est bien, il faut lui faire confiance, mais est-ce que à quel point peut-on faire confiance aux chercheurs, aux gens? Donc moi par contre, je peux dire ça va se trouver
ici, et si ça se trouve pas à la page que je dis, dans le livre que je dis, c'est qu'il y a un problème, que je n'ai pas bien trouvé. Donc, voilà, ça fait partie de notre originalité de ma thèse. Ensuite, bon, comme j'ai déjà dit, j'ai élaboré une petite division là sur, il y a quelques plans. Donc le plan de ma thèse, bon, les chapitres pour ainsi dire, il y a 4 grandes divisions. La première serait les auteurs au XVIe siècle en Espagne. La deuxième partie, si je me trompe pas, c'est parce que je me trompe toujours. C'est les auteurs au XVIIe siècle. La troisième partie, ce serait les controverses, les problématiques entre deux grands auteurs qui m'ont... En fait, je veux pas mentir, quoi. C'est un peu mon superviseur, mon mentor qui m'a donné, qui me l'a dit. C'est ça, c'est super. Mais moi, à l'époque, quand il m'avait dit, je ne le savais pas, donc ça m'est passé au-dessus de la tête. Et c'est ensuite en lisant, pas en lisant, en lisant, relisant, relisant, parce que je les ai déjà lus plusieurs fois et à maintes reprises, que je me suis dit, mon Dieu, ils sont merveilleux, quoi. Ben, en fait, c'est Acosta. Ceux qui connaissent, ben, voilà, il va être d'accord avec moi, quoi. C'est Acosta et Joseph de Acosta et Gregorio Garcia. C'est en fait deux grands personnages et puis je vais faire leur étude. Et finalement, je vais faire les controverses, les apports européens. C'est sur ce point que je suis en train de travailler maintenant et sérieusement, ça pourrait donner pied à une autre thèse. Donc, s'il y a quelqu'un qui me voit et qui est intéressé, s'il vous plaît, continuez avec les apports européens parce que c'est super intéressant. Il a fallu un peu étudier l'histoire en Allemagne. Moi, je ne me connaissais pas du tout. C'est assez étonnant parce que parfois on me dit ouais, mais ça c'est des connaissances que tout historien devrait avoir. Ben moi non quoi. Moi je les ai peut-être eues, mais je les ai oubliées. Euh, mais, euh, mais même pas des résidus quoi, il en reste. Donc je trouve que c'est un peu difficile parce que bon oui, j'arrive à me débrouiller avec l'histoire en Espagne, ça va. Je pense que je me débrouille avec l'histoire française aussi. L'histoire en Angleterre, bon, les grands axes, les grandes lignes, ça peut y aller. Mais l'Allemagne, bref. Donc, il a fallu aussi faire l'effort d'apprendre un peu l'histoire en Allemagne, qui est très intéressante. Vraiment, c'est un grand appui à ce que les auteurs y disent. Il a aussi fallu apprendre l'anglais. Ça fait partie maintenant j'ai des mots anglais qui me viennent à l'esprit. Ça fait partie des challenges, des défis de la thèse, défis que j'ai bien aimé, c'est qu'il a fallu apprendre l'anglais, bien le maîtriser, parce que il faut, la plupart des écrits de recherche sont en anglais, quoi. Si on est italien mais qu'on veut se faire connaître, il faut maîtriser l'anglais. Et il faut parler anglais, il faut comprendre anglais parce que c'est en fait la langue internationale. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour vraiment bien maîtriser l'anglais, que je suis venue en Angleterre. Une fois en Angleterre, il a fallu maîtriser le latin, quoi. Parce qu'il y a des auteurs que, personnellement, moi, je n'ai pas trouvé en langue vulgaire. Johannes de la Hette, George Horne, je ne les ai pas trouvés. J'ai eu du mal à les trouver, je dois avouer. Et quand je les ai trouvés, ils étaient en latin. Donc il a fallu faire avec, il a fallu se débrouiller. Parce qu'en fait, c'est quelque part, on se dit, oui, c'est facile de trouver les livres sur Internet. Mais lorsque tu as une page en allemand et que toi tu comprends pas l'allemand, c'est pas si simple que ça, quoi. Et même si il y a certaines pages avec Google Translator, tu peux les traduire. Mais il y en a d'autres qui n'offrent pas cette possibilité. Ou
voilà, il y a eu pas mal d'auteurs, très malheureusement pour moi, je suis vraiment triste, j'ai dû renoncer, bien tout simplement parce qu'il y avait la langue qui, qui, qui faisait défaut, quoi. J'ai pas pu y aller. Et donc voilà, les 4 parties, comme je viens de dire, c'est les controverses en Espagne au XVIe siècle, les controverses en Espagne au XVIIe siècle, à, Joseph de Acosta, Gregorio García, et les controverses au niveau européen en Angleterre, en Allemagne et en France, et au Portugal parfois, au XVIe et XVIIe siècle. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que pour la prochaine fois, je peux commencer à vous expliquer des auteurs du XVIe siècle en Espagne, au XVIIe siècle, et petit à petit, construire aussi, parce que c'est mon idée, faire une sorte de construction de thèse de manière sur Internet, de manière interactive. Comme ça, les gens, ils pourront comprendre ce que je fais. Parce que, contrairement à d'autres personnes, à d'autres chercheurs, euh, qui, qui disent dont la thèse ne peut pas être facilement expliquée à des gens parce qu'il faudrait avoir pas mal de connaissances préalables, la mienne, je pense que si, qu'elle peut être expliquée à tout le monde, à tout le public, et c'est ce que je voudrais bien commencer à faire petit à petit. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Désolée si parfois mes phrases en français sont grammaticalement incorrectes ou si c'est pas trop français, c'est en fait que je suis assez stressée. Je peux donner cours, je peux faire cours dans une classe, je peux parler devant 10 personnes, 20 personnes, mais là ici, je sais pas combien de gens vont me regarder, vont me critiquer. Donc voilà, c'est toujours le stress des premiers jours. Mais petit à petit, ça ira mieux et j'espère qu'on pourra partager des moments intéressants entre nous tous, pardon, et qu'on pourra partager un sujet qui, moi, comme je viens plus vous expliquer, me passionne depuis mon enfance. Donc, je vais essayer de faire ces vidéos en anglais aussi, en langue étrangère, pour pouvoir arriver au plus de gens possible, parce que c'est vraiment ça mon but. Mon but dans la recherche a été toujours de pouvoir transmettre en fait, parce que parfois, souvent, on se voit, on est capable de lire et de comprendre une recherche qui a été faite en archéologie, par exemple, il y a quelques années, 2 ou 3 années ici en Angleterre, il y a eu les journaux sont fait écho d'une info qui disait que en Chine on avait trouvé des gîtes archéologiques où il y avait des géants. Et là, par exemple, ça aurait pu être un thème d'exploitation de la part des historiens espagnols ou américanistes qui disaient, nous aussi, dans nos textes, on trouve des allusions à des géants qui vivaient en Amérique et des ossements de géants qui vivaient en Amérique bien avant la découverte de l'Amérique. J'ai pas vu une seule information qui ait pu répondre en fait à cette information à cette découverte archéologique. J'ai pas vu un seul texte historique qui ait répondu à la découverte archéologique, alors que la recherche avance, à mon avis, par dialogue. Et serait beaucoup plus beau s'il pouvait y avoir encore ce genre de dialogue interdisciplinaire entre communautaires et entre internationaux aussi. Donc voilà, j'aimerais bien
pouvoir lancer un tout petit peu ces débats dans les langues que je maîtrise. Voilà, ça fait déjà 30 minutes. Pour moi, c'est un effort énorme. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Agur, bye bye.